Bonjour, bienvenue à l'émission Littéralement d'ici, l'émission qui présente des auteurs de la région et qui vous tente de vous initier à notre littérature régionale. Aujourd'hui, je reçois Cynthia Harvey, qui est enseignante à l'UQAC. Cynthia, bonjour. Bonjour. Je vais te présenter comme enseignante à l'UQAC. Je vais te présenter aussi comme présidente de l'Association des écrivains et des écrivaines professionnels de la Sagamie. Et puis, je peux te présenter aussi comme auteur, parce que c'est quand même un loisir que tu as. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'était pour l'exposition Une photo de 100 mots, auquel on avait tous les deux participé. Oui, j'ai quelques textes dans mon tiroir, mais disons que j'écris surtout de la littérature sur la littérature. Parfait. Puis, avant d'aller sur ton terrain, parce que si je t'ai invité, c'est surtout pour parler de littérature régionale, parce que tu donnes un cours à l'UQAC, fait que notre littérature régionale est rentrée dans l'université, on est très contents. Mais c'est de savoir un peu déjà qu'est-ce qui peut amener une fille Toi, tu as grandi en Côte-Nord, mais tu avais des racines au Lac-Saint-Jean. Qu'est-ce qui amène une jeune fille comme ça, qui est loin des grands centres urbains, à se passionner de littérature? Est-ce que tu as ouvert un livre, Flaubert, puis tu as dit Madame Bovary, c'est moi, pouf, ça a commencé comme ça? Non, ça n'a pas commencé comme ça. Mais ça a commencé avec la littérature française. Par contre, à la bibliothèque scolaire de mon école, aux Escoumins, donc petit village de la Haute-Côte-Nord, j'ai pris un livre, une anthologie de poésie romantique française. J'étais adolescente, ça m'a interpellée. Avant ça, mes lectures étaient très limitées, les best-sellers, Les fleurs sur la neige, Les filles de Caleb. Je viens d'une famille où on lisait pas beaucoup, étonnamment. Donc, c'est à l'école que je suis allée chercher ce qui me manquait. Et après, j'ai vu qu'il y avait là tout un monde à découvrir. Et puis, ça m'a incité à pousser plus loin quand je suis allée au cégep. Bon, au cégep, j'envisageais peut-être de faire du théâtre. C'était quelque chose qui m'interpellait. Et puis, au final, prendre le devant de la scène, non. Je me suis dit, ce qui me tente le plus, c'est les textes eux-mêmes, les mots. Les mots résonnaient en moi d'une façon particulière, m'ouvraient une perspective que j'avais pas dans mon village. Eh bien, écoute, ça fait de toi une drôle de bête parmi les invités que j'ai eus, parce que la plupart racontaient que le rapport à l'école était plutôt positif ou négatif, peu importe, mais que c'est un ancrage familial. Donc toi, tu es vraiment allé te chercher ça à toi. C'est ta couleur à toi dans ta famille. Oui, plus tard, je me suis rendu compte que mon grand-père lisait beaucoup, mais quand on y allait, non très peu. Mes parents lisaient un peu les journaux, l'actualité, des choses comme ça, mais ils n'étaient pas des grands lecteurs. Ils le sont devenus plus tard, je pense, par la force des choses, sachant que leur fille enseignait à l'université. Mais non, donc c'est vraiment l'école qui a eu un rôle déterminant pour moi, avec des professeurs qui ont eu une présence positive, qui m'ont donné envie d'explorer ce monde-là. Fait que si on te resitue, là, pour situer un peu tes centres d'intérêt, toi tu parles de poésie romantique française, fait que c'est ta période, ça, c'est là où tu es tombée. Oui, j'ai été romantique très longtemps. Je le suis moins, disons, beaucoup plus critique par rapport à ça, mais oui, la littérature romantique m'a plu très longtemps. C'est pourquoi j'aurais pu reprendre la phrase « Madame Bovary, c'est moi » à une certaine époque, phrase que Flaubert n'a pas dite par ailleurs, mais on la répète souvent. J'aurais pu la reprendre à mon compte, cette phrase-là, mais là, en vieillissant, je passe à autre chose. Voilà. Mais, puis là, tu es vraiment ouvert à des littératures plurielles, puisque tu donnes ton cours sur la littérature régionale, et je crois ne pas me tromper si je dis que c'est une littérature qui est assez plurielle. Oui, parfaitement. La littérature régionale, elle n'est pas limitée à des thèmes régionaux. C'est une littérature qui est très différente si on pense au premier texte avec Damas Potvin au tout début du 20e siècle, et au texte d'une littérature qui nous est plus contemporaine, par exemple Territoire de Trappe, qui vient de gagner le prix au Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean du meilleur roman. C'est deux univers, c'est deux mondes. Par contre, ces textes-là peuvent avoir en commun une certaine géographie, une topographie, l'importance des cours d'eau, de la forêt. Donc, il y a quand même des éléments qu'on peut faire ressortir qui se ressemblent, mais elle est très, très riche. Notre littérature est très différente d'un auteur et d'une époque à l'autre. Ça, c'est certain. Donc, ça m'a donné envie de fouiller un peu plus pour mieux la connaître, cette littérature de ma région d'adoption. Ça fait quand même 17 ans que je suis ici. Oui, on va te donner la citoyenneté régionale. C'est ça. J'ai pris racine vraiment au Saguenay, comme toi à Girardville. Hein? On est adopté par la région et on l'adopte aussi. Et puis, j'ai eu envie de mieux connaître cette littérature parce que j'avais l'occasion de rencontrer des auteurs. C'est une petite région quand même, donc quand on va au Salon du livre, il y a des lancements, il y a toutes sortes d'événements littéraires où j'avais l'occasion de rencontrer des auteurs en chair et en os, qui étaient beaucoup plus accessibles que quand on est à l'extérieur. Et puis, je me suis intéressée à ce qu'ils faisaient. Et puis, j'ai été à l'écoute aussi de demandes qui émanaient du milieu. J'ai entendu que
ce serait important qu'il y ait un cours de littérature de notre région à notre université. Et puis, ça faisait plusieurs années qu'il était question de ça. Yvon Paré, qui est assez connu, Yvon Paré... que je vais recevoir aussi. Qui va être là tout à l'heure. Yvon Paré qui disait qu'il faudrait que notre littérature soit enseignée à notre université. Ça n'a pas de bon sens. Ça faisait des années qu'il battait le rappel. Et puis, j'ai fini par comprendre le message. Même si ce n'était pas mon champ de spécialisation, je me suis dit, pourquoi pas? On peut faire des pionniers de nous-mêmes et développer défricher des nouvelles perspectives. Donc, je me suis approprié ce nouveau territoire-là, ce cours-là. Je suis loin d'être spécialiste encore de ce champ-là parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Mais oui, j'ai donné le premier cours de littérature du Saguenay-Lac-Saint-Jean il y a 2 ans. Il va se donner de nouveau cet hiver et avec un certain succès, j'ose dire. Ben, j'en ai beaucoup entendu parler, en tout cas. Ben, parce qu'il y avait beaucoup d'étudiants. C'est là que je veux dire. Il y avait quand même 35 inscrits. Pour l'UQAC, c'est pas mal. Et pendant la pandémie, donc à distance, ça prenait une motivation supplémentaire pour suivre le cours. Et puis les gens étaient là, vraiment investis. Je pense que ça correspondait à un besoin aussi, des gens qui étaient soudainement condamnés à rester chez eux à la maison pendant la pandémie. Bien là, il fallait se tourner vers les choses autour de nous, chercher un nouveau sens à notre vie dans l'immédiateté. Puis on a redécouvert donc à la fois nos paysages et notre littérature. Puis c'est pas simplement un cours comme un guide de la littérature régionale, parce que tu les fais travailler, tes étudiants. Oui, je les fais travailler. Ils vont prendre des livres, ils vont aller les défricher un peu, leur chercher un sens, leur créer un sens peut-être nouveau. Oui, fait que pour les auteurs, c'est très important. Là. Oui, et puis c'est pas une approche, disons, traditionnelle là, qu'on pourrait faire dans un cours de littérature du 19e siècle, comme celui que j'ai l'habitude de donner. C'est pas une approche panoramique, chronologique, donc en partant de la Révolution française, par exemple, pour le 19e siècle, jusqu'à la Première Guerre mondiale. Non, on y va plutôt par carte géographique. Donc, ça commence à l'abbé, mais c'est là aussi que sont arrivés les premiers pionniers de la région, avec les 21, les premiers défricheurs étaient là. Et puis, on remonte la route vers Saint-Fulgence, l'abbé, Chicoutimi, Jonquière. Péribonka avec Louis-Aymon. Oui, Péribonka avec Louis-Aymon. Donc, on fait le tour, mais par ville. Donc, c'est une approche par ville. Et bien entendu, je ne peux pas couvrir tout à moi seule. Donc, je propose à mes étudiants une liste de livres issus de la région qui mettent en scène le territoire. Donc, ça peut être des auteurs même adoptifs, là, des gens qui ne sont pas nés ici, mais qui ont choisi la région, de s'y établir, et surtout qui représentent la région. Donc, c'est-à-dire, il faut que la topographie ou la toponymie de la région soit présente, qu'il y ait des éléments qui nous situent dans la région pour que le texte soit considéré. Et puis, les étudiants choisissaient un texte, ça pouvait être de la poésie, roman, théâtre, et devaient faire ressortir les liens du texte avec le territoire. OK. C'est ce qu'on appelle l'approche géopoétique, mais là, je ne vais pas faire un cours. Puis c'est vraiment, je pense, une porte d'entrée essentielle, le territoire pour la littérature régionale. Mais avant de t'amener là, je voudrais te parler des régions. Ramène-moi. Parce que Serge Bouchard, feu Serge Bouchard, donc anthropologue, historien, écrivain, que sais-je encore, il disait toujours au Québec, le simple mot de région est connoté péjorativement. Et moi, quand j'ai écrit le pitch de l'émission, j'ai dit, la littérature régionale n'est pas une littérature de garage. C'est quelque chose de plus important. Fait que, est-ce que ça t'inspire une réflexion, ça, cette idée qu'on n'est pas une littérature de garage? Parfaitement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et si c'était à l'écrit, là, région, on le met tout le temps entre guillemets, ou littérature régionale, mais là, on fait plus ça, ça a l'air, ma fille me condamne quand je fais ça. Ça fait vieux. Ça fait vieux. Donc, à l'écrit, oui, on va dire littérature dite régionale, parce qu'elle ne se limite pas à la région. C'est des textes qui voyagent très bien. Si on pense, entre autres, au théâtre de Michel-Marc Bouchard, Larry Tremblay et d'autres, là, nos textes sont connus dans le Québec en entier, à l'international aussi pour certains. Donc, il y a un beau rayonnement. Moi, je parle de nos paysages et de notre histoire, mais c'est un... Disons, comment je pourrais expliquer ça? C'est une région... parmi d'autres, mais d'autres régions pourraient aussi faire le même travail et on pourrait se trouver des points communs. Là. Ça ne veut pas dire qu'on reste ensemble à
à se regarder là, tout l'après-midi. Non, c'est au contraire pour mieux connaître notre histoire, notre passé, mieux se connaître pour ensuite s'élancer vers le vaste monde, on va dire. Et puis, on trouve dans notre littérature des thèmes universels qu'on peut trouver dans d'autres littératures régionales ou dans la littérature québécoise. Là. Puis alors, la manière dont tu définis la littérature régionale, c'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment une définition universitaire de recherche, c'est-à-dire tu fais le lien entre le fait qu'il y a des auteurs d'ici, mais aussi le propos, parce que dans nos activités d'écrivains, d'associations d'écrivains, on sait bien qu'il y a aussi d'autres gens qui ne rentrent pas nécessairement dans cette définition, qu'on pourrait aussi nommer, parce que quelqu'un comme Moustapha Fahmy, qui a eu encore un prix cette année, probablement que lui, le rapport au territoire, il ne rentre pas nécessairement en première ligne dans ton cours, ou peut-être, je connais moins l'œuvre de Larry Tremblay, mais il y a beaucoup d'œuvres qui ne se passent pas chez nous. Parfaitement. Donc, si on regarde la littérature régionale, si on élargit un peu le spectre, il y a vraiment une très, très grande diversité d'auteurs, parce qu'on inclut souvent les auteurs qui sont ici, mais aussi qui sont partis puis qui continuent à écrire. Oui, parfaitement. Ceux qui sont de la diaspora aussi, ils peuvent vivre à Montréal. Je pense à Kevin Lambert qui a quitté la région pour Montréal faire son certificat, faire ses études en création littéraire, mais qui met en scène Chicoutimi dans son premier roman, et ensuite Robert Val dans son deuxième, Que notre joie demeure, le troisième qui s'en vient, je ne l'ai pas encore lu, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça nous réserve. Donc, lui, il s'inscrivait bien dans notre cours parce que la ville est nommée explicitement, mais c'est vrai que ça exclut certains textes qui ne mettraient pas en scène le territoire. Il fallait se trouver pour le coup certaines limites. Là. Donc, on a fait un peu de discrimination, mais... puis ça, je comprends bien, puis je vois bien l'intérêt aussi de les discriminer comme ça, mais c'est parce que par rapport aux gens qui nous écoutent aussi, de voir un peu l'immense diversité. On a des poids lourds régionaux, poids lourds au niveau provincial, même international. On nommait Moustapha Fahmy, Kevin Lambert, Larry Tremblay. On a aussi Marie-André Gill. Paul Kazak, c'est tout à fait, qui est de la même région que moi en France, en plus. Donc, on a aussi une littérature régionale issue de l'immigration. C'est aussi notre réalité. On a aussi, je pense, je viens de lire un très bel essai de Melika Abdelmounen, je viens de le refermer la semaine dernière, qui est aussi une fille qui vit à Montréal, mais qui est originaire de Saguenay. Oui, c'est ça, de la baie, et qui était en lice aussi pour le prix du meilleur essai. Oui, ces auteurs-là sont considérés aussi, là, mais si tant est qu'on peut se rattacher d'une manière ou d'une autre dans ce qui nous est présenté à la région. Mais ça, c'est pour des besoins pédagogiques. Oui, tout à fait. Mais bien entendu que dans l'absolu, la littérature régionale inclut tous les textes issus des auteurs qui ont été de passage ici. Louis Aymon en est un bel exemple. Il n'a passé que 2 ans ici, mais on a un musée érigé au bord de la rivière en son honneur et en l'honneur de Maria Chapdelaine. Ma belle-mère en France avait étudié Maria Chapdelaine à la fin de son secondaire pour l'examen du secondaire. On parle vraiment d'un auteur qui, dans toute la francophonie, s'est fait connaître. Aujourd'hui, on voit un peu comme un livre un peu ancien, mais c'est le cas. Il a fêté ses 100 ans, je pense plus de 100 ans maintenant. C'est ça. Et comme il représentait la région, que les gens se sont reconnus dans le texte, bien, on l'a adopté comme nôtre. Il fait partie de nos anthologies et de notre histoire. Puis la littérature, c'est aussi des maisons d'édition. Puis tu sais, j'aurais peut-être voulu voir un peu comment tu vois ça de la peuplade, parce que souvent on dit que c'est notre grande maison d'édition. Est-ce que tu serais capable d'expliquer quel est le poids de la peuplade dans la littérature francophone aujourd'hui, de la manière dont elle rayonne? Oui, ben écoute, je ne suis pas au fait de tout ce qui se passe à la peuplade, mais bien entendu, ils ont eu le don de repérer des nouveaux talents. C'est eux qui ont publié en premier Marie-André Gill. Ils ont bien fait connaître aussi Moustapha, qui avait plusieurs ouvrages auparavant, mais qui est maintenant peut rayonner grâce à la peuplade dans la francophonie. Je sais qu'ils ont leurs pieds à terre à Paris. Tout à fait. Oui, c'est formidable. Ils viennent même à faire des traductions. Ils vont traduire des auteurs donc, du nord de l'Europe. Oui. Et ils se donnent une vocation qui est vraiment une vocation que se donnent d'autres maisons d'édition à Paris ou à Montréal. Là, on est vraiment... On voit grand. Là. Oui. Avec un imaginaire du Nord, mais du Nord de l'Europe. Oui, tout à fait. Et puis nos textes qui sont à leur tour traduits pour toucher un public européen. C'est important de le nommer, ça, parce que souvent, pour les gens d'ici, on pourrait penser qu'on est un petit milieu, donc forcément, on fait des petites choses, mais je pense que l'ambition de la littérature régionale ici, elle est vraiment très, très grande. Là. Ah oui. Fait que si je te ramène à ton cours, la notion de territoire, quelle place ça a la notion de territoire dans la littérature régionale? Parce que tu as fait ton cours donc géopoétique, la notion géographie, poétique, la manière... Comment tu pourrais définir la poétique déjà pour les gens? Parce que la poétique, c'est pas nécessairement de la poésie. Non, c'est pas la poésie selon la racine grecque, ça veut dire la création. Donc,
La géopoétique, c'est la création à partir de la terre, géo-terre. Là, je le dis vraiment grossièrement, rapidement. Donc, c'est une approche qui tente de créer des liens entre la géographie et la littérature, ce qui n'est pas si évident parce que c'est un aspect qu'on laisse tomber en règle générale. C'est pas moi qui l'invente, la géopoétique. Il y a des chercheurs qui se sont penchés là-dessus depuis quelques décennies maintenant. J'ai trouvé que c'était une approche fertile pour la littérature issue du terroir, en fait, ici. Fait que toi, tu vois un lien particulier, tu vois la manière dont la terre du lac Saint-Jean, du Saguenay, a imprégné la littérature. C'est l'hypothèse qu'on pose et qu'on essaie de prouver par l'étude de certains textes. C'est intéressant aussi de le nommer comme ça, parce que qu'est-ce qu'on fait dans l'université? On peut se poser la question, les gens qui n'ont jamais fréquenté. Mais on crée des hypothèses, puis on essaie de les valider. Puis en tant qu'auteur, moi je suis tout à fait d'accord avec l'idée que le territoire nous inspire. Fait que dans la région, là, est-ce que tu serais capable de nommer quelques auteurs que tu penses à peu près incontournables sur ces questions-là? Oui, là, j'ai toujours peur quand on se met à nommer des gens, d'oublier des... Mais juste sur la notion de territoire, parce que ça, j'ai peur de l'oublier, puis c'est très important. Quand on parle de territoire, on a une approche qui est souvent très coloniale, parce qu'on pense aux 21 qui sont arrivés ici, puis c'est à partir de là aussi qu'on a eu nos premiers textes écrits, mais il y avait des gens qui étaient ici avant nous, les premiers peuples, donc les Inuits, c'est ça, les Atikamekw aussi un peu plus haut. Donc le territoire, il portait même un autre nom avant qu'on le nomme tel. Ça, c'est des choses qu'on prend en considération aussi. Et quand on étudie les textes, donc on s'intéresse autant à la géographie qu'à l'histoire elle-même. Le texte laisse des traces, énonce des traces de l'histoire. Donc, jusqu'où remonte cette histoire? Parfois, c'est l'histoire récente. On va se limiter à l'histoire récente. Parfois, il y a des débris d'une histoire plus profonde, celle de la colonisation, par exemple, et parfois, ça remonte encore plus loin quand on fait mention des premiers peuples ou qu'on représente des personnages autochtones, par exemple. C'est un peu d'archéologie dans le texte. Oui. On va chercher les débris, les artefacts. C'est ça. Un exemple, Mathieu Villeneuve dans Borrelium Tremens, il décrit le déluge de 1996 et il y a des débris qui sont emportés par la rivière, par l'eau, et parmi ces débris, il y a un wigwam qui passe. Donc, on voit que tout ce que ça fait remonter, le déluge jusqu'à... Ouais, puis c'est une thématique fréquente avec la rivière, parce que chez nous, les rivières, contrairement à l'Europe, elles ne sont pas harnachées. Donc, elles grugent un peu les rives, elles font sortir des choses, elles ramènent tout ce qu'il y a de plus haut. Fait qu'effectivement, c'est intéressant. Et j'ai pas une approche romantique de la nature non plus. Quand on voit, tu me fais penser, avec le mot harnaché, les rivières ici, j'ai pas une approche... Ici, elle est bien romantique, la rivière Péribonka. Oui, parce qu'on est effectivement en face de la Pointe Taillon. Oui, mais quand on lit le roman de Michel Jean... Koukoum, oui, tout à fait. Les Inuits qui remontent la rivière et qui se voient arrêtés par un barrage et qui perdent accès à leur territoire de chasse ancestraux. Donc, il y a ça aussi qu'on prend en considération, la nature qui est envisagée comme une ressource, et ça a été tel à partir de la colonisation. Oui, c'est deux regards portés. Les regards portés sur l'environnement peuvent être différents selon notre culture, selon notre position. Fait que c'est aussi les phénomènes de confrontation. Donc la notion de colonialisme, elle est aussi importante. C'est ça. Et je suis en train de me décoloniser peu à peu, et ça m'a posé certains problèmes dans mon approche de la littérature régionale, parce que je me suis rendu compte à quel point j'étais colonisée. On l'est tous dans une certaine mesure. Et avec l'éveil collectif qu'on est en train de vivre face à la réalité du monde autochtone, ça m'amène à repenser mon rapport au territoire et à tous ces enjeux-là. Okay. Ouais. Et même, je ne sais pas si, est-ce que tu connais Dali Giroux, l'œil du maître sur la... Oui, j'en ai entendu parler. Oui. Donc, elle pose la question, est-ce que nous sommes des colonisateurs nous-mêmes? Est-ce qu'on n'est pas plutôt le personnel de la colonisation, parce que ceux qui ont colonisé, là, les 21 et les compagnies qui sont arrivées ici, qui ont défriché, qui ont fait de la terre, et puis c'est raconté dans Maria Chapdelaine, M. Chapdelaine qui dessouche et qui fait de la belle terre pour pouvoir... bon, est-ce que ces gens-là étaient des colonisateurs ou ils étaient surtout un peuple le personnel, voilà. Donc, les employés, c'était pas eux qui détenaient le pouvoir. Souvent, c'était des gens qui avaient peu d'éducation aussi et puis qui venaient simplement pour améliorer leur vie, nourrir leur famille, etc. Donc, on a été plutôt, selon Dali Giroux, les bœufs de la colonisation. On tirait la charrette. Qu'elle nous trouve des excuses.
Oui, mais c'est intéressant, puis je pense qu'on pourrait en parler longtemps parce que souvent, les théories critiques qu'on étudie à l'université, ce qu'elles nous montrent, c'est que des fois, on peut porter des grands discours narratifs ou des visions sans s'en rendre compte. Fait que c'est quelque chose qui est difficile à prendre quand on est un homme par rapport aux questions patriarcales, quand on est blanc par rapport aux personnes racisées ou peu importe. C'est difficile de le prendre, mais ce que montrent bien les théories critiques, c'est ça. Et la littérature, quelque part, non seulement elle nous renvoie un miroir de nous-mêmes, de comment on pense, mais elle permet aussi d'avoir un recul un peu critique. Oui. Et puis je pense qu'aujourd'hui, nos écrivains, ils sont un peu conscients de ça. Il y en a certains qui mettent cette perspective critique en œuvre. Je pense qu'un auteur comme Mathieu Villeneuve, il est très sensible à ça. Mais il y en a d'autres qui s'en amusent justement avec un peu d'outrance. Puis tu avais nommé Trajectoire de Trappe, que j'ai reçu les deux auteurs dans cette émission-là. C'est un peu ça finalement. On va tordre un peu le cou à une certaine idée parfaite de la ruralité, bucolique et compagnie. Oui, il y a une certaine noirceur qui peut se dégager de tout ça aussi. Est-ce que tu vois des grandes tendances dans notre littérature régionale? Comment elle a évolué? Est-ce que tu serais prête à y aller avec une hypothèse? Oui. C'est sûr que c'était très colonialiste dès le départ avec Damas Potvin. La figure du bâtisseur, c'est un mythe fondateur pour la littérature régionale. C'est l'équivalent du maître chez nous là, pour tout le Québec. Je pense que ce mythe-là est fondateur de tout le Québec, mais particulièrement fort chez nous parce qu'il est inscrit, ce mythe-là, dans notre toponymie. On a le musée des bâtisseurs, le chemin des bâtisseurs. Donc, puis il y a une fierté rattachée à ça quand on porte le nom de famille d'une des 21 familles qui est arrivée ici, qui sont associées au premier bâtisseur. Donc, c'est un peu l'équivalent du pionnier aux États-Unis. Oui. La figure du pionnier, nous on l'appelle pas pionnier, on l'appelle le bâtisseur, mais c'est la même. C'est ça. Donc, on a une fierté par rapport à ça et notre littérature porte ça dans les premiers temps, même chez Louis Hémon, même si Louis Hémon était extérieur à cette réalité, il en a bien rendu compte néanmoins. Tout le monde est attaché à la famille Chapdelaine et on admire Samuel et compagnie. Donc, il y avait ça, je pense, jusqu'à la première moitié du 20e siècle. Peu à peu, on a peut-être commencé à défricher plus large, à sortir de la région de cette représentation-là. Il y a eu plus de représentation de la ville. Ça suit, en fin de compte, le même développement que la littérature québécoise. Là. Donc, la survivance a été très importante pendant une centaine d'années au Québec. Et ensuite, le roman a commencé à s'urbaniser, à aborder des thématiques plus sociales, plus variées aussi. Et puis là, c'est en explosion, mais une explosion positive. Ouais, c'est ça. En ce moment, en pleine effervescence, avec des questionnements qu'on ne voyait pas avant, là, notamment sur les premiers peuples qu'on évoquait tout à l'heure, mais sur la diversité des genres. Il y a plein de nouveaux enjeux. Un foisonnement comme ça. Donc, une littérature qui se réinvente et qui a besoin d'une relève. Oui. Écoute, Cynthia, j'ai une très, très bonne nouvelle pour toi. On a tellement discuté que finalement, je n'aurais pas le temps de te poser la question quels sont les grands noms de la littérature régionale. Tu pourras t'en sauver. Non, tu pourras t'en sauver, tu vexeras personne. Mais, écoute, je te remercie beaucoup pour cette entrevue. Elle va être importante parce que ça met en perspective toutes les autres entrevues que j'ai faites. Ça va permettre de montrer un peu qui on est finalement d'un point de vue littéraire. Tant mieux. Merci beaucoup de m'avoir invité. Vraiment. Merci. Moi, c'est Thomas Lapointe, étudiant en secondaire 5 à l'École des Grandes-Rivières, secondaire des Grandes-Rivières. Je vais vous présenter Les Chevaliers d'Émeraude, écrit par Anne Robillard. C'est une histoire des chevaliers qui vont combattre un envahisseur qui va essayer de prendre le continent qui s'appelle Anquidès. Ça a été le premier livre que j'ai lu. Puis j'ai eu un gros coup de cœur dessus. Le style d'écriture à Anne Robillard aussi m'a passionné. C'est la raison auquel j'ai eu un gros coup de cœur dessus. Oui, tous 2-3 fois même, je pense. Il y en a 12, sans compter les suites aussi. Il y a les Chevaliers d'Émeraude, ensuite il y a les Héritiers d'Anquidès, Chevaliers d'Antares, puis il est en train de continuer avec la légende d'Achursine. Au début, je lisais pas du tout. J'étais en 3e année, puis ma mère m'a conseillé de lire, autant pour augmenter mon qualité de français que d'apprendre de nouveaux mots finalement.
Puis ça me tentait pas, mais un jour, j'ai décidé de l'essayer. Elle m'a conseillé Chevalier d'Émeraude, elle l'avait déjà lu, elle a lu beaucoup. Puis je l'ai essayé, puis j'ai commencé à lire depuis ce temps-là. J'ai Welland, le principal, c'est le chevalier au chef de l'armée. C'est un de mes préférés. Il y a Onyx aussi qui vient prendre une grande partie aussi de l'histoire. Mais je les aime tous. Là. Oui, un livre fantastique, héroïque, c'est vraiment mon style de lecture aussi. C'est rendu que je lis plusieurs livres qui sont de ce style-là. Ça m'a vraiment passionné. Maintenant, oui, énormément. J'ai pas de misère à lire. Justement, les 5000 pages que contiennent la série, ça me fait pas peur. C'est vraiment... Quand c'est un bon livre, il n'y a rien qui peut décourager finalement un lecteur. Je dirais qu'il n'y a rien à perdre, que c'est vraiment... Tu vas apprendre des nouvelles choses. Si tu l'aimes pas, tant pis, mais c'est vraiment passionnant comment que tu te sens absorbé par ton livre quand tu le lis, on dirait que tu te sens dans le livre, que t'es dans ce monde-là. Anne Robillard, elle a écrit peut-être 5 ou 6 séries. Je les ai tous lues aussi. Quand j'ai commencé justement à lire, j'ai décidé de tous les lire. Son style d'écriture, je le trouve unique. C'est vraiment tout ce qu'on lit de elle. Je me sens complètement absorbé, puis c'est vraiment, vraiment bon. Là. Très bon livre. C'est pourquoi je vous recommande de lire Les Chevaliers d'Émeraude d'Anne Robillard.